Salut à tous et bienvenue dans Manette dans la tête, l'émission qui se fait greffer une manette à l'os temporal pour jouer plus vite. Je suis Apocalypse et je suis ravi de ouf de vous accueillir pour ce 9e épisode qui va parler d'un jeu qui a un humour noir nihiliste vraiment bien sympa, qui va parler d'un jeu où tu peux retourner toutes les pièces du complexe comme si tu faisais le meilleur burn-out de ta vie, qui va parler d'un jeu qui te donne la moitié des informations. Aujourd'hui, c'est Control. Donc, le jeu est sorti en 2019 sur Xbox One, PlayStation 4 et PC. Vous pouvez aujourd'hui le trouver sur toutes les consoles next-gen et même sur Switch, où il doit ramer du troufion, parce que ma Play 4 devient asthmatique dès que je le lance. Il est développé par Remedy Entertainment, iconique studio finlandais qui a fait naître les Max Payne et Alan Wake, et édité par 505 Games, qui ont édité quelques jeux comme No Man's Sky ou Death Stranding pour PC. Ils ont également participé à la création de Rocket League. Le jeu a reçu un paquet de prix, normal, il déchire, comme la meilleure direction artistique lors des Games Awards, meilleur second rôle pour ce foufou de concierge au British Academy Video Games Awards, et pas mal de prix au DICE Awards comme meilleure direction artistique, meilleure réalisation, meilleure musique. Il perd le titre de jeu de l'année face à une noix bien casse-couille, soit Untitled Goose Game, qui est un très très bon jeu, mais bien teubé. Dans l'histoire, on incarne Jesse Faden qui arrive au Federal Bureau of Control pour retrouver son frère enlevé quand ils étaient gosses. La FBC est un organisme qui va retrouver, classer et isoler des objets de pouvoir et événements paranormaux. Direct, on est catapulté directrice des bureaux en trouvant le directeur mort et en prenant son flingue, l'arme de service. On surprend une entité maléfique appelée le Hiss en pleine invasion de l'immeuble. Dommage pour elle, on n'est pas venu enfiler des perles et on a la gâchette qui chatouille. Le Hiss est une entité maléfique qui a la fâcheuse tendance de prendre le contrôle des gens et de modifier jusqu'à la structure même de la pièce qu'elle contrôle. Rebondissements en tout genre, ambiance mystérieuse et personnages criants de vérité possédant des caractères ultra différents grâce à des acteurs investis et des scénaristes incroyables. Voilà le cocktail narratif de Control. Control est largement inspiré de la fondation SCP, un site collaboratif d'histoires généralement écrites dans le but d'effrayer. Elle raconte l'histoire d'une agence secrète qui s'occupe de gérer des événements paranormaux et autres créatures incroyablement puissantes capables de nous transformer en vaginettes pour extraterrestres. Et cette ambiance à la X-Files pour les anciens êtres matures et empreints de sagesse tels que moi va être le cœur de la narration. Ce style de narration est appelé le New Weird, qui est le fils du style pulp, des polars, et du Old Weird, popularisé par le grand H.P. Lovecraft. Le New Weird, qui peut se dire dans notre pays de la baguette nouveau bizarre, va être créé dans les années 90 et émerger surtout en 2000, et est né d'une volonté de fiction horrifique plus moderne. Il tente à repousser les limites des conventions narratives traditionnelles en remettant en question les attentes des spectateurs et en combinant des éléments familiers avec des éléments inattendus. Les auteurs du mouvement New Weird explorent souvent des thèmes tels que la nature de la réalité, les altérations de la perception, les sociétés dystopiques, les créatures étranges et les phénomènes surnaturels. Ils se concentrent sur la création d'ambiances sombres, denses et souvent perturbantes, dans lesquelles les frontières entre le réel et l'imaginaire sont floues. En gros, prenez une histoire réaliste et mettez un peu de fantasy glauque dedans, de manière à décaler les codes habituels et mettre le spectateur mal à l'aise. Dans Control, l'émission des Threshold Kids est un très bon exemple. C'est un show pour enfants qui est fait à la main avec des marionnettes et un bouquin en 3D, où les protagonistes sont des enfants à qui l'on enseigne le fonctionnement de ce monde. Dans les dialogues, les personnages se répondent en prenant plus de temps que la normale, leurs voix sont comme ralenties pour créer un truc qui gratte dans la tête. Rajoutez à ça des plaintes lascives dans le fond, un monde étrange aux règles floues et un professeur complètement lunatique qui se met à crier sur les gosses à des moments aléatoires, et vous avez le parfait gloubi-boulga flippant et malaisant pour faire en sorte que vos enfants ne dorment jamais. We call this ESP. ESP. Notre héroïne Jessie va donc manipuler des pouvoirs au fur et à mesure de l'aventure, tels que télékinésie, vol, manipulation mentale, ou se créer un bouclier autour d'elle avec des gravats, pour voir qu'elle récupérera grâce à des objets du quotidien corrompus, appelés objets de pouvoir, qu'elle va absorber. Ça peut aller d'une disquette de code de lancement nucléaire qui nous jette des tubes pneumatiques à travers la dentition à un cheval de carrousel qui a pas le temps et se déplace très vite, qui a été trouvé à l'origine dans une vieille fête foraine. Ces objets, ils vont avoir leur propre histoire dans des vidéos, des enregistrements audio ou des fichiers qu'on ramassera au fur et à mesure du jeu. Les lire, comme dans la plupart des jeux, c'est optionnel. Mais l'ambiance est telle que j'ai pas pu m'empêcher de les dévorer et de me perdre dedans.
Ça ressemble à des fichiers officiels, genre gouvernement, avec des mots et des noms censurés en blanc au noir et des photos en noir et blanc enneigées. Les vidéos, elles seront sur une télé type tube cathodique pour les threshold kits ou projetées sur les murs de certaines pièces grâce à un vieux projecteur pour les présentations scientifiques du docteur Casper Darling. Ces vidéos-là sont brillamment jouées en prise de vue réelle par Mathieu Porretta, l'interprète de Alan Wake. La vieille couleur jaune, les plans hasardeux et le montage chaotique et de rigueur pour une ambiance bloc soviétique des années 60, pas piqué des hannetons. L'arme de service, c'est le flingue qu'on trouve au début, fait de celui ou celle qu'il possède, directeur du FBC. C'est aussi un objet de pouvoir. Il prend différentes formes, comme le gros pompe des familles, le sniper, le trouillard, la mitrailleuse pour ceux qui savent pas viser, le lance-grenade pour ceux qui savent encore moins viser, ça c'est moi, ou le pétard classique. Elle va tirer des morceaux d'elle-même pour faire des dégâts à tous les idiots qui auront la vanité de se mettre sur notre route. L'ancienne maison qui nous servira de lieu principal à l'aventure et de bureau du FBC, c'est un endroit qui bouge tout seul comme s'il était hanté. Sa taille extérieure, ça représente en rien ce qui se passe à l'intérieur. Sa taille est très certainement infinie, du moins je pense, et on peut la trouver que si on la cherche. Sinon, c'est un building gentiment posé au milieu de New York que personne ne voit. Elle se modifie régulièrement, piégeant de temps en temps et de manière fortuite des employés entre ses murs, ou accueillant de temps en temps et de manière fortuite une petite partie d'une dimension hostile ou non. Un personnage qui entretient un rapport très proche avec la maison, c'est Hattie, le fameux concierge. Ouh, lui, c'est un bon ouf. Au fur et à mesure, on a l'impression que c'est le seul à comprendre la nature de l'ancienne maison, peut s'y balader tranquillement. Toujours calme, c'est le seul qui vous appelle son stagiaire, tous les autres, ils vous considèrent comme directrice, quoi. Tout ce qu'il veut, c'est partir en vacances alors que c'est le bordel de ouf au bureau, comme si tout ça, ça le concernait pas, quoi. Je serais même à me demander si c'est pas une incarnation de l'ancienne maison ou la personne affiliée à elle. Bref, toutes les théories sont possibles et c'est ça la force de jeu, toujours entretenir le mystère, toutes les informations sont données à moitié, parce qu'ils savent rien, j'imagine que c'est pour représenter l'homme face à la science, ou une connerie du genre. On a tout au long du jeu plein de fichiers qui vont nous raconter des histoires bizarres, souvent non expliquées, et se résolvant assez souvent par la mort d'un employé, ce qui entretient cette aura mystérieuse et humoristique. On a par exemple le mec qui est parti en vacances car un de ses post-it s'est mis à se multiplier dans son bureau, le canard en plastique qui suit des gens en cancanant, ou le flamant rose qui peut potentiellement changer le temps qu'il fait, mais comme on n'est pas sûr, on le garde au cas où. On a donc dans ce jeu une ambiance toujours très glauque, déstabilisante, renforcée par les gens contrôlés par le risque qui sont en lévitation, immobiles, les yeux vers le plafond. Ainsi que les voix pendant tout le jeu, comme si des personnes discutaient ou s'engueulaient dans une pièce à côté. Pour ce qui est du gameplay, on est sur un jeu de tir à la troisième personne avec des pouvoirs pour sublimer la puissance du personnage, ainsi que quelques mécaniques de Metroidvania, malgré, cela dit, l'utilisation de nombreuses cartes d'accès pour ouvrir les portes. Les pouvoirs qui devront être utilisés grâce à une barre d'énergie, ils vont vous donner l'impression d'être surpuissant tel un char d'assaut sous Viagra avec un gros canon bien dur. Au sommet de ça, on a la télékinésie qui va vous permettre de choper n'importe quel objet visible pour l'envoyer dans la vieille face de vos ennemis en verrouillage automatique. Et si vous visez pas un objet en particulier, elle chopera un bout de mur ou de sol, un bureau, un bout de chaise qui traîne, une caisse, voire même un ennemi en fin de vie. Peu importe, le but c'est surtout pas de vous ralentir. La nervosité c'est le cœur du gameplay. On peut se déplacer d'un coup pour esquiver les tirs des schlags ou se créer un bouclier. On peut également contrôler l'esprit des bouffons qui ont plus beaucoup de vie, qui se battront pour vous. Et en dernier volet, enfin volter en décollant à genre 6 mètres, elle va rester à cette hauteur et vous pouvez vous déplacer. Le cœur des combats, ça se fera donc en alternant l'arme de service qui se recharge avec le temps quand vous l'utilisez pas et les pouvoirs qui ont un fonctionnement similaire. Cette alternance, elle donne des combats super dynamiques où on va tirer jusqu'à plus soif, choper un réservoir d'eau, le balancer dans la tronche d'un mec, se déplacer vite pour passer derrière un poteau, shooter un ennemi, bouclier, s'envoler et tirer avec le lance-grenade pour tout faire péter. C'est jouissif comme un enfant de cœur. Là où on va avoir un petit problème, c'est sur les ennemis que vous n'avez pas vus et qui vous défoncent parce que oui, Jessie est très très fragile et également le vol qui risque de vous mettre dans la merde de temps en temps. Étant donné qu'il faut enfoncer le bouton pour décoller, des fois dans la panique on se dit que ça va pas marcher et on le refait, ce qui l'a fait tomber puis partir en descente, et là, on l'a dans le cul. Les pouvoirs ils sont fluides et incroyablement bien gérés, et en les utilisant dans les salles du complexe qui sont des bureaux, on a cet effet de rentrer dans un truc organisé et de repartir comme moi, quand je sors des chiottes, tout est retourné et le chaos est le seul survivant. La physique est impressionnante, les salles sont complètement destructibles et les impacts de balles bien marqués sur les objets. Les trucs un peu compliqués, c'est de se déplacer dans ce complexe car la carte est pas très bien faite, étant donné que les zones possèdent des étages qui s'entremêlent et toutes ces pièces qui se ressemblent. Mais au bout d'un moment, on s'habitue. Quand je l'avais fait la première fois, j'avais souvenir de labyrinthe, mais en le refaisant pour cette chronique, je me suis souvenu de suivre les panneaux de signalisation et ça s'est bien mieux passé. Donc suivez les putains de panneaux et la vie sera plus simple.
Mais vous inquiétez pas, on peut compter sur les éternels points de passage vers lesquels se téléporter pour aller plus vite et qui sont vraiment les bienvenus parce que se déplacer c'est fastidieux étant donné qu'on se fait attaquer tout le temps dès qu'on rentre dans une nouvelle salle. Ils nous ont mis un espèce de point d'expérience avec genre comme si c'était de la monnaie. C'est pas si mauvais, ça permet de construire des armes un peu plus avancées dans lesquelles on peut rentrer plus d'objets. C'est pas une si mauvaise idée, ça fait pas un truc de RPG un peu pourri, là c'est vraiment une mécanique d'évolution au fur et à mesure du jeu. Franchement, c'est bien fait et c'est pas envahissant et c'est pas trop copié du reste. Pour ce qui est du bestiaire, il est très bien fourni et très varié. Juste les ennemis se ressemblent un peu tous vu que ce sont des humains altérés. On a plein d'archétypes que je vais pas tous vous citer, mais on a du mec invisible, du sniper, des lance-roquettes, des télékinésistes et même les sempiternels gros. On a vraiment un gros plaisir à déplacer Jessie dans l'environnement. Ces déplacements, ils sont crédibles pour un humain et les pouvoirs apportent ce petit plus. Sans être trop comme pourrait l'être un Spider-Man, mais qui a un environnement beaucoup plus grand, donc ça marche pour lui. Et vu que Jessie, elle est à l'intérieur de bureaux, les espaces ils sont plus restreints, ça permet de garder sa mobilité beaucoup plus crédible. Pour tout ça, Control, il donne un jeu vraiment réaliste et surréaliste en même temps. L'ambiance, elle est maîtrisée de bout en bout, de la cinématique d'intro qui mélange des plans en prise de vue réelle et plans avec la physique du jeu, entrecoupé d'effets comme du sang ou de la peinture dans l'eau et de visages de personnes en face caméra sur un montage épileptique et inattendu. Le style du building, c'est très austère, sans âme. Aucune décoration s'est inspirée du style architectural des brutalistes des années 50. C'est très bétonné et minimaliste, comme le centre Pompidou par exemple. Je me suis senti au bureau pendant tout le jeu. Rajoutez à ça le bunker dans la plupart des salles et l'absence de fenêtres pour une atmosphère anxiogène où votre vie de pauvre mortel tient qu'à un fil. Les environnements, malgré le fait que l'on reste dans le même building durant tout le jeu, ça arrive à être très varié. Le secteur administratif avec ses bureaux de la compta, la maintenance avec ses tuyaux partout et son ambiance de souterrain, des zones géométriques étranges, le secteur de recherche, laboratoire avec benzène, et même une zone mycose dégueulasse, etc., etc., etc. Il y a également le Seaview Hotel and Casino qui sert de téléportation, un modèle style 70 où on doit résoudre une énigme étrange comme organiser les chambres ou les retourner, ce qui nous permet d'accéder à certaines zones. Vraiment, les gars, faut pas me demander, je sais pas, de toute façon le jeu il se fait un malin plaisir de mettre des choses et de les expliquer à moitié. On a même, et c'est la grandeur de ce jeu, des salles qui servent à rien à part pour le lore. On a le studio de son pour écouter la musique du groupe Old Gods of Asgard, un groupe de heavy metal fictif inventé pour l'univers du jeu Alan Wake. Chose que j'ai découvert pendant mes recherches, parce que même sur les sites d'écoute, ils sont estampillés comme ça. Leur vrai nom, c'est Poets of the Fall, et c'est un groupe de rock alternatif finlandais. Et il y a aussi le fameux bureau des post-it dont j'ai parlé plus tôt, qui en est effectivement rempli sur le sol, les murs et le mobilier. Et surtout, comment parler de la direction artistique de jeu sans parler du labyrinthe du cendrier ? C'est clairement le passage le plus excitant et intéressant du jeu. Malheureusement pour vous, il est placé vers la fin de l'histoire principale, donc ça va spoiler un peu. J'en suis désolé, mais c'est une masterclass. Ne vous inquiétez pas, je vais pas vous spoiler l'histoire, je vais juste parler de cette zone, mais il s'avère qu'elle est vers la fin du jeu. Donc, on a le cendrier et la cigarette qui brûlent sans fin, c'est des objets de pouvoir. Tout lieu dans lequel ils sont placés, ça devient un labyrinthe. Notre ami le concierge, gloire en son nom, nous donne un Walkman cassette pour pouvoir entrer dedans. Putain, les Walkman cassettes, je viens de me faire Madeleine de Proust et la ganache. Le truc que je me souviens le plus, c'est quand il s'éclate par terre en 3 morceaux et que tu le remboîtes comme si de rien n'était. Et là, on attaque le labyrinthe avec nos amis les Old Gods of Asgard à fond dans les oreilles pour traverser un lieu ressemblant à un hôtel comme celui de Shining un peu. Sauf que tout bouge, les murs apparaissent et disparaissent, il y a des ennemis et le heavy metal ça marche toujours pour fracasser des fragiles adversaires. Big up à Doom. Le haut devient le bas, les portes se multiplient et les murs avancent, reculent, montent ou descendent, tel un fractal halluciné en mouvement constant. La musique est toujours bien calée pour les moments de shoot, ralentie pour les moments de plateforme, et elle finit à la fin du niveau parfaitement. Un chef-d'œuvre de game design. Les musiques, tant qu'on en parle, elles sont vraiment excellentes d'ailleurs. Elles participent complètement à l'ambiance, grâce à des sonorités très hachées et mécaniques qui communiquent parfaitement avec le complexe. Des bruits bruts avec un genre d'écho, comme si elles rebondissaient à travers les couloirs. Et ils hésitent surtout pas à nous mettre des moments sans musique, même pendant les combats, ce qui accentue ce sentiment d'être perdu au milieu d'un truc trop grand pour nous. Ce que ce jeu a à vous apporter, on est sur un jeu avec une histoire parfaitement maîtrisée de bout en bout, et si vous aimez les mystères et les ambiances dérangeantes, il n'y a vraiment pas mieux pour vous. C'est une aventure au cœur de la fondation SCP ou de X-Files pour les fans, où le fantastique chevauche le réel car toutes les anomalies, elles sont décortiquées et étudiées par des scientifiques.
Pour ce qui est de la note, je dirais qu'on est sur un putain de chef-d'œuvre et qu'il faut absolument le faire. Tout est bien fait, gameplay, direction artistique, histoire, ambiance, direction des acteurs, game design et musique. Jetez-vous sur cette magnifique production, dévorez-la, bande de petits morphales. Le seul bémol est qu'il est malheureusement un peu court, mais ça vient surtout du fait que sa boucle de gameplay, elle est vraiment pas lassante. Le gameplay, il est vraiment incroyablement solide pour du shooter à la troisième personne. Par contre, le jeu est très mal optimisé, donc moi je l'ai fait sur PS4, ça saccade des fois quand il y a trop d'informations. C'est tout à fait jouable par contre. Donc si vous pouvez le faire sur un bon ordi ou une console next-gen, c'est mieux. À mon avis, oubliez la Switch, c'est de la merde. Je vais commencer à me diriger vers la fin de ce podcast. Et surtout, souvenez-vous qu'il faut attendre juillet pour se balader à poil chez soi quand on a un vis-à-vis avec un collège. Ça évite les flics à la porte. Pensez à vous abonner et partager à un max de gens. Et comme dit toujours Sonia la licorne, la tequila ça se prend pas comme ça, bisous. D'abord tu sniffes le sel, ensuite tu bois la tequila, tu te mets le citron dans l'œil et tu finis par le verre dans le c***. Prenez soin de vous, prenez soin de ma planète et à bientôt.